Au sommet absolu de la cordillère, où le vent tranchant déchire le silence et où les nuages semblent flotter à portée de main, des blocs gigantesques reposent emboîtés avec une exactitude si absurde que tout ingénieur moderne resterait paralysé devant la scène. Pas de mortier, pas de jeu, pas d'explications qui tiennent vraiment la route. Les ruines ancestrales dispersées à travers le Pérou ne sont pas seulement impressionnantes. Elles défient les règles du possible, comme si elles portaient un secret qui n'a jamais été totalement révélé. Pendant des siècles, des experts ont marché parmi ces pierres, mesuré des angles, comparé des marques, créé des théories. Mais toutes semblaient échouer exactement au point où le mystère commençait à prendre forme. Maintenant, cependant, de nouvelles avancées scientifiques commencent à éclairer des chemins auparavant invisibles, ouvrant des portes à des interprétations qui sonnent encore plus étranges et concrètes que n'importe quelle hypothèse déjà soulevée. Et tout indique que nous ne faisons qu'effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus grand. Bien au-dessus des nuages, où les Andes s'étendent comme des colosses endormis, une énigme silencieuse se cache dans les murs cyclopéens de Sacsayhuaman. De loin, elles ressemblent à des ruines ordinaires, vestiges d'un ancien empire. Mais il suffit de s'approcher pour réaliser que rien là-bas n'est ordinaire. Des blocs aussi lourds que des bus scolaires s'emboîtent les uns dans les autres avec une perfection presque clinique, créant des murailles qui ont traversé des siècles de tempêtes, d'invasions et de tremblements de terre sans céder. Des pierres qui auraient dû se fissurer, tomber ou se séparer sont toujours là, fermes, comme si elles obéissaient à une logique structurelle que personne n'a réussi à reproduire depuis lors. Et lorsque le chemin monte vers Ollantaytambo, quelque chose d'encore plus déconcertant se produit. À presque 2800 mètres d'altitude, s'érigent des plateformes et des murs formés par des monolithes si massifs que les ingénieurs actuels admettent déplacer cela avec des grues modernes serait compliqué. Pourtant, ces blocs ont été coupés, polis et transportés en haut de la colline par des artisans qui n'avaient ni roues, ni acier, ni animaux de trait capables de supporter de telles charges. Seulement des mains humaines, un terrain escarpé et une précision qui frôle l'incroyable. Juste devant, suspendu entre précipices et nuages, Machu Picchu surgit comme un murmure architectural d'un autre monde. Construite sur une crête étroite et instable, sujette aux glissements de terrain et aux secousses constantes, la ville reste ferme grâce à un système complexe de drainage, de terrasses et de coupes de pierre si exactes que même sous des microscopes, certains joints semblent avoir été moulés à l'état liquide. Pas même un cheveu ne traverse certaines fentes, pas même aujourd'hui. Et il y a un modèle qui unit tout cela, une connaissance avancée de l'ingénierie, une maîtrise absolue du relief et des matériaux qui, à eux seuls, rendent le défi presque impossible. Beaucoup de ces blocs ne sont pas faits de calcaire tendre, mais de diorite et d'andésite, des roches si dures qu'elles se rapprochent du diamant sur l'échelle de Mohs. Malgré cela, elles ont été taillées avec des courbes, des angles, des emboîtements tridimensionnels et des surfaces polies, avec une délicatesse qu'aucun outil de bronze ou de cuivre, officiellement disponibles à l'époque, ne serait capable d'atteindre. Comme si quelqu'un avait trouvé un mode alternatif de façonner la pierre elle-même. Géologues, archéologues et topographes ont cartographié des carrières à des kilomètres de distance, reconstruit des trajets, simulé des techniques. Et même avec des camions, des lasers, des logiciels et des machines industrielles, presque tout reste enveloppé de brume. Les carrières de Sacsayhuaman, par exemple, se trouvent au-delà de ravins profonds et de pentes sauvages, sans route plane, sans traces de roues, sans animaux capables de déplacer des poids aussi absurdes. Pourtant, pierre après pierre a été positionnée avec un emboîtement si précis qu'il semble défier toute tentative de réplique moderne. Le plus intriguant est que ces structures n'ont pas seulement survécu au temps, elles ont survécu à la Terre elle-même. Cusco est situé dans une zone sismique intense. Des tremblements de terre ont détruit des églises coloniales, des places entières, des quartiers entiers. Mais les murailles mégalithiques, elles ont balancé, se sont ajustées, ont respiré avec la secousse et sont restées debout. Comme si elles avaient été conçues exactement pour cela. Comme si ceux qui les ont érigées savaient que le sol allait trembler. Et plus on va profondément dans les Andes, plus les indices apparaissent. Pisac, Tipon, Morée, des sites isolés qui partagent la même signature, coupes impeccables, utilisation de roches extrêmement dures, symétrie géométrique, ingénierie d'altitude
et une compréhension de l'environnement qui dépasse tout ce que l'on attend de sociétés sans écriture ou métallurgie avancée. Chaque lieu semble faire écho au même message silencieux. Il y avait là une intelligence qui voyait le monde à travers un autre type de connaissance. Ces constructions ne se comportent pas comme de simples abris, des temples rudimentaires ou des œuvres improvisées. Elles ressemblent davantage à des fragments d'un manuel perdu, comme si elles appartenaient à une culture qui maîtrisait des techniques aujourd'hui absentes de l'histoire traditionnelle. Une lignée qui savait peut-être manipuler la pierre de manière que nous ne comprenons pas encore. Et c'est précisément là que surgit la question qui intrigue le plus les érudits, les explorateurs et les scientifiques du monde entier. Après tout, comment tout cela a-t-il été fait? Comment des structures si énormes, si parfaites et si provocantes ont-elles été érigées sans les outils, les techniques ou les technologies que nous connaissons aujourd'hui? Parce que, plus les indices surgissent, plus il devient clair que nous commençons à peine à effleurer le bord de ce mystère, et ce qui vient après pourrait tout changer. Ingénierie impossible, un territoire où chaque fait semble défier l'effort humain lui-même. Lorsque vous faites face aux murailles colossales de Sacsayhuaman ou au Temple du Soleil à Ollantaytambo, une seule question s'empare de l'esprit. Et ce n'est pas que c'est impressionnant, mais quelque chose de beaucoup plus direct et perturbant. Comment? Comment quelqu'un à n'importe quelle époque avant la nôtre a-t-il réussi à faire cela? Parce que peu importe combien de livres vous feuilletez, combien d'études vous consultez, combien d'ingénieurs vous questionnez, les réponses n'apparaissent simplement pas. Ce qui existe de manière incontestable, c'est la preuve physique. Blocs, angles, poids, coupe, géométrie, et toutes ces preuves contredisent ce que nous pensions savoir sur le passé. Commençons par la brutalité de l'échelle. Dans les montagnes du Pérou, de nombreux blocs dépassent les 50, 80, 120 tonnes. Certains, selon des estimations modernes, arrivent à dépasser 200 tonnes. Et ils n'étaient pas là à l'origine. Ils ont été arrachés à des carrières lointaines, traînés par des sentiers étroits entre des falaises, traversant des rivières glacées et s'inclinant contre des montées qui aujourd'hui fatigueraient même des machines spécialisées. Et tout cela sans roues, sans animaux capables de tirer de telles charges, sans rampes monumentales, guides métalliques ou tout type d'infrastructure qui justifierait l'exploit. Mais le véritable effarement commence lorsque ces pierres arrivent à destination. Là, elles n'ont pas été simplement empilées. Chaque bloc a été façonné comme s'il faisait partie d'un mécanisme géant. Faces multiples, angles complexes, coupes qui s'emboîtent dans jusqu'à 12 pierres voisines, formant une mosaïque tridimensionnelle qui reste stable depuis plus d'un demi-millénaire. Pas de mortier, pas de verrou métallique, juste de la roche dialoguant avec de la roche et survivant à des tremblements de terre qui ont fait tomber des cathédrales entières. C'est ce qu'on appelle la maçonnerie polygonale, un style si sophistiqué que même l'ingénierie classique gréco-romaine ne s'en approche pas. De nombreux ingénieurs contemporains, après avoir visité personnellement ces lieux, ont affirmé que reproduire de tels emboîtements aujourd'hui serait un projet presque impraticable, même avec des scies au diamant, des grues de dernière génération et des logiciels avancés. Mais la partie la plus déconcertante était encore à venir. On croit que les Incas, et tous les peuples antérieurs, travaillaient uniquement avec des outils de cuivre ou de bronze. Pourtant, les pierres qu'ils ont façonnées, comme la diorite et l'andésite, sont trop dures pour que n'importe quel métal de cette catégorie puisse les rayer, et encore moins les sculpter. C'est comme essayer de façonner du verre avec une cuillère en plastique. Les géologues confirment, pour travailler ces matériaux, il faudrait quelque chose d'aussi dur qu'eux, ou plus. Mais il n'y a pas d'outils de ce type. Il n'y a pas de forge, il n'y a pas de reste métallique, il n'y a rien qui explique des coupes si nettes. Et ces coupes sont aussi étranges que précises. Certains blocs présentent des marques longues et continues, comme des scies circulaires modernes. D'autres révèlent des surfaces parfaitement planes, des angles droits millimétriques, des plans parallèles avec une précision qui suggère des machines industrielles, des machines qui, officiellement, n'existaient pas là-bas. À certains endroits, la pierre semble avoir été adoucie, presque fondue. L'iconique pierre aux 12 angles, à Cusco, est l'exemple suprême. Ses bords sinueux s'entrelacent avec les pierres environnantes, comme s'ils avaient été moulés encore malléables, comme de l'argile durcissante à l'air. Mais aucune réaction chimique connue, aucun processus naturel,
Aucun composé organique de l'ancien Pérou ne justifierait ce type de plasticité dans des roches si dures. Malgré tout, les marques sont là, et elles ne s'excusent pas d'exister. Certains chercheurs avancent des théories audacieuses. Manipulation temporaire de la structure minérale, application de chaleur extrême, vibrations contrôlées, fréquences sonores capables d'altérer la rigidité. D'autres parlent de substances dérivées de plantes oubliées. Écho de légendes qui ont traversé les siècles. Au XXe siècle, Percy Fawcett, explorateur et biologiste, a entendu des peuples indigènes décrire une plante qui ramollissait la pierre. Des histoires similaires circulent dans le folklore amazonien. Aucune preuve concrète n'a surgi, mais les ruines, silencieuses et imposantes, continuent de suggérer que quelque chose hors du commun s'est produit là. Et il y a plus de signes étranges. À Ollantaytambo, des surfaces montrent des cavités symétriques, comme si elles avaient été creusées par des forêts géants. À Sacsayhuaman, certaines pierres gardent des marques larges, douces, concaves, comme si un outil énorme était passé par elles avec une force uniforme. Rien de tout cela ne rappelle le ciseau irrégulier que l'on attendrait d'outils manuels anciens. Et, malgré tout, ces constructions n'étaient pas seulement résistantes, elles étaient intelligentes. Canaux de drainage cachés, terrassements calculés, flux d'eau planifiés sur de multiples niveaux, terrasses qui empêchèrent l'érosion et les glissements de terrain. À Machu Picchu, le système hydraulique secret fonctionne encore, des siècles plus tard. Cela requiert non seulement des ingénieurs géniaux, mais une compréhension profonde de la géologie, du climat et du comportement de l'eau dans des montagnes instables. La théorie de la pure force humaine ne boucle simplement pas les comptes. Beaucoup de ces œuvres exigeraient des générations entières de travail continu, utilisant des outils inadéquats et des techniques qui ne laissent aucun vestige. Cela entrerait en conflit direct avec le temps que les Incas ont réellement eu, et encore plus avec le fait qu'eux-mêmes n'ont jamais revendiqué avoir construit les mégalithes. Selon leurs traditions orales, ils ont hérité de ces structures. Ils sont arrivés après. Ils ont tout trouvé prêt. Et plus vous enquêtez, plus il semble que ce récit inconfortable ait du sens. Rien là-bas n'est de l'improvisation. Rien n'est accidentel. Chaque coupe, chaque emboîtement, chaque inclinaison suggère un esprit, ou peut-être plusieurs, opérant avec des principes que, jusqu'à aujourd'hui, nous commençons à peine à déchiffrer. Ce qui soulève une question encore plus grande, une question qui résonne à travers les murs de pierre et s'infiltre dans chaque nouvelle découverte. Si ces œuvres n'ont surgi ni de la force brute, ni de la chance, ni d'outils connus, alors quel type de connaissances et quel type de bâtisseurs façonnaient réellement ces montagnes? Et la réponse, quelle qu'elle soit, semble sur le point d'ouvrir des portes que personne n'imaginait approcher. Si les outils ne correspondent pas aux résultats, si le temps disponible ne correspond pas à l'échelle des œuvres, si rien de tout cela n'a de sens, alors qu'est-ce que la science a réellement à dire? Que se passe-t-il lorsque des archéologues, des géologues et des ingénieurs cessent de regarder ces ruines à distance et commencent à les analyser comme s'il s'agissait de scènes d'un crime ancien, sous des microscopes, des scanners et des instruments de haute précision? Que racontent les registres, les données, les études révisées par des pairs, lorsqu'ils sont confrontés à des pierres qui semblent rire des explications traditionnelles? Derrière tout le brouillard de théories, il existe peut-être un fait brutalement simple que presque personne ne commente. Les Incas eux-mêmes n'ont jamais revendiqué la paternité de ces structures mégalithiques. Lorsque les Espagnols sont arrivés au Pérou au XVIe siècle, ils sont restés stupéfaits devant les murailles cyclopéennes de Cusco et les formes impossibles de Sacsayhuaman. Naturellement, ils ont demandé aux Incas comment ils avaient réussi à construire quelque chose d'aussi colossal. Et la réponse, répétée de manière cohérente, fut directe et déconcertante. Cela était déjà là quand nous sommes arrivés. Les Incas étaient d'excellents bâtisseurs. Ils ont créé des terrasses agricoles monumentales, des temples sophistiqués, des routes qui coupaient montagnes et vallées. Mais lorsque vous comparez leur maçonnerie avec les blocs les plus anciens et gigantesques utilisés comme fondation dans beaucoup de ces lieux sacrés, la différence saute aux yeux. Le travail Inca est très bon, mais ce qui est venu avant est d'un autre niveau. Dans divers sites, vous voyez nettement cette architecture en couches, en bas des blocs mégalithiques parfaits, emboîtés avec une précision presque chirurgicale. Au-dessus, des constructions postérieures, plus petites, plus simples,
adapté sur une fondation ancestrale. C'est comme si les Incas étaient arrivés plus tard sur une scène déjà montée, profitant d'une infrastructure laissée par une culture antérieure et, à certains égards, plus avancée. Et là surgit la question inévitable. Si ce ne furent pas eux, qui fût-ce? Et plus important encore, quand? C'est ici que la science entre en scène et commence à compliquer encore plus l'intrigue. Nous datons des eaux, nous datons du bois, nous datons du charbon. Mais nous ne datons pas la pierre directement avec le carbone 14. Les roches n'ont pas de matière organique pour ce type de mesure. Alors les archéologues recourent à des restes organiques trouvés entre les blocs, dans des couches de construction ou dans des dépôts associés aux œuvres. Et c'est précisément là que les choses commencent à sortir du scénario officiel. Dans plusieurs sites, des échantillons extraits des couches les plus profondes, proches des bases des anciennes murailles, indiquent des âges qui précèdent de beaucoup l'apogée de l'Empire Inca. Dans certains cas, des signes d'occupation humaine avancés dans la région andine semblent reculer à il y a 4000, 5000 ans, peut-être plus. Cela ne prouve pas de manière définitive qui a érigé les mégalithes, mais cela jette une ombre sérieuse sur l'idée que l'histoire de l'ingénierie dans les Andes commence et finit avec les Incas. Cela indique au minimum que des personnes avec un niveau d'organisation et de technologie surprenant étaient déjà là bien avant, touchant à la pierre à une échelle qui ne s'emboîte pas dans les modèles traditionnels. Les géologues, pour leur part, ont regardé un autre point clé, d'où ces pierres venaient et comment elles ont voyagé jusqu'à là-bas. Des études détaillées révèlent que beaucoup de blocs utilisés dans des lieux comme Ollantaytambo ont été extraits de carrières situées de l'autre côté de rivières, du haut de pentes escarpées, à des kilomètres de distance du point final. Apporter des pierres de dizaines de tonnes par ce type de terrain, sans acier, sans roues, sans grues, est quelque chose que même aujourd'hui nous ne parvenons pas à reproduire avec facilité. Des cartographies du relief montrent un détail encore plus perturbant. Il n'y a pas de preuve claire de grandes routes, de rampes monumentales ou de tout type d'infrastructure logistique compatible avec ce transport de masse. Le terrain, en soi, semble nier toutes les méthodes évidentes que nous avons l'habitude d'imaginer. Et lorsque nous sortons de la logistique et entrons dans les détails des coupes, l'énigme resserre l'étau. En analysant les surfaces de pierre avec des équipements de haute résolution, des chercheurs ont noté quelque chose qui ne correspond pas à des marteaux de bronze ou des ciseaux de pierre. Certaines faces sont si lisses qu'elles rappellent des surfaces polies par des machines. D'autres montrent des marques continues, parallèles, comme si un outil de coupe rotatif à haute vitesse avait été utilisé. En certains points, les angles et arêtes sont si parfaits qu'ils évoquent la finition de fraiseuses modernes. En 2022, une étude révisée par des pairs dans une revue de géosciences a analysé spécifiquement des sillons superficiels dans différents sites péruviens. La conclusion fut directe. La simple technique de ciselage manuel, telle qu'elle est traditionnellement comprise, ne parvient pas à expliquer toutes les marques observées. Les auteurs ne se sont pas risqués à dire comment cela a été fait, mais ont laissé enregistrer la nécessité explicite d'enquêter sur des méthodes encore inconnues de façonnage de la pierre. C'est-à-dire, la littérature scientifique elle-même commence à admettre que quelque chose ne colle pas. Et ce n'est que la surface, littéralement, avec des images satellites et des relevés par lidar, un type de radar au laser, ce qui est sous la terre a commencé à apparaître. Sous le sol de la vallée sacrée et des montagnes environnantes surgissent des motifs géométriques cachés, des terrasses ensevelies, des formes alignées qui continuent au-delà de ce que nous voyons à l'œil nu. Dans certains cas, des structures enterrées semblent refléter le dessin des ruines de la surface, comme si ce que nous voyons aujourd'hui n'était que la coque visible d'un système urbain beaucoup plus complexe, planifié sur plusieurs niveaux. À Sacsayhuaman, des balayages ont révélé de possibles tunnels, couloirs et grands vides souterrains, peut-être des cavernes travaillées ou des systèmes hydrauliques complexes encore non explorés. Si cela se confirme par des fouilles futures, la forteresse que nous connaissons ne serait que la pointe d'un iceberg de pierre soigneusement architecturé. Et pendant ce temps, dans le ciel, un autre motif commence à surgir. Des temples comme Machu Picchu et Coricancha n'ont pas été simplement jetés sur la carte. Leurs orientations montrent des alignements précis, avec des solstices, des équinoxes et des événements célestes importants. La base mégalithique sur laquelle la Coricancha a été érigée, par exemple,
s'aligne de manière impressionnante avec le lever du soleil au solstice de juin, avec une erreur si petite qu'elle entre dans la zone de la fraction de degré. Ce n'est pas regarder le soleil et construire plus ou moins dans sa direction. C'est du calcul, c'est de l'astronomie appliquée à l'ingénierie. C'est un projet délibéré utilisant le ciel comme règle. Ces dernières années, la communauté universitaire elle-même a commencé à admettre quelque chose qui, pendant longtemps, a été évité. Il y a des lacunes réelles dans cette histoire. En 2024, une table ronde à l'université de San Marcos à Lima a réuni des archéologues, des géologues et des ingénieurs civils. Et, loin du sensationnalisme, certains des participants ont assumé publiquement que le modèle historique standard ne suffit pas à expliquer tout ce qui est mesuré, scanné et observé sur le terrain. Ces experts ne sont pas des figures marginales ou des chasseurs de mystères d'Internet. Ce sont des chercheurs avec une carrière, des diplômes et des travaux publiés, qui, en confrontant les données, finissent par arriver à la même conclusion inconfortable. Il existe encore des variables inconnues dans cette équation. Le mystère alors cesse d'être seulement qui a fait et devient principalement comment cela a-t-il été fait avec les ressources que nous croyons avoir existé à cette période. Si le calendrier accepté est incomplet, si les outils attribués sont insuffisants, si les Incas eux-mêmes pointent vers quelque chose d'antérieur à eux, alors qui ou quel type de civilisation détenait la connaissance, la méthodologie et la capacité pratique pour transformer des montagnes en machinerie de pierre? Au-delà de la capacité humaine, théorie ancrée dans la réalité. À ce stade, une chose devient impossible à ignorer. Ces ruines mégalithiques du Pérou ne s'emboîtent pas confortablement dans le portrait simplifié que nous faisons des civilisations anciennes. Les pierres sont trop grandes, les coupes trop précises, les alignements trop sophistiqués et l'ingénierie trop avancée pour tenir dans les limites de ce que nous imaginons que des humains anciens pourraient faire avec les outils officiellement disponibles. Et c'est précisément quand cette sensation de limite qui éclate s'installe que surgissent les théories qui tentent d'expliquer l'impossible. Des théories qui commencent dans le monde réel, dans les données, dans les faits mesurés, et qui nous amènent à demander jusqu'où la capacité humaine a réellement pu aller et quel type de connaissance est peut-être encore caché, silencieux, dans chaque bloc emboîté dans ces montagnes. Alors, si les Incas n'ont pas érigé ces fondations démesurées, si aucun outil moderne n'est entré en scène, et si malgré tout, personne aujourd'hui ne parvient à reproduire ces résultats avec facilité, que s'est-il réellement passé là-bas? La première piste surgit lorsque nous abandonnons les suppositions anciennes. Cette idée rigide que l'histoire de l'humanité suit une ligne droite, toujours du simple au complexe, du primitif à l'avancée. Et si cette ligne, en vérité, était pleine de pics, de ruptures, de chutes et de récupérations? Et s'il existait, cachée dans la brume des millénaires, une civilisation hautement qualifiée qui a fleuri dans les Andes bien avant tout registre? Cela n'implique pas des lasers, des machines futuristes ou une technologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cela implique quelque chose de plus subtil et en même temps de plus inquiétant. Une maîtrise profonde des matériaux, des forces naturelles, de l'astronomie et des méthodes d'ingénierie qui n'ont tout simplement pas survécu au passage du temps. Parmi les chercheurs, universitaires, indépendants et ingénieurs de terrain, l'hypothèse qu'une culture pré-incaïque a développé des techniques de manipulation de la pierre qui, pour une raison quelconque, ont complètement disparu, gagne en force. Ce ne serait pas de la magie. Ce serait de la science, mais une science différente de la nôtre, adaptée au monde naturel, peut-être basée sur la vibration, la chaleur, la chimie organique, ou même des propriétés géologiques encore peu comprises. Il y a suffisamment d'indices pour alimenter cette ligne d'enquête. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des modèles. Et ces modèles n'apparaissent pas seulement dans les Andes. À Baalbek, au Liban, des blocs de centaines de tonnes reposent avec une précision millimétrique. À Göbekli Tepe, en Turquie, des structures avec une ingénierie complexe surgissent des milliers d'années avant ce que n'importe quel manuel scolaire suggérerait. Dans les pyramides d'Égypte, des marques de coupe qui rappellent des scies modernes défient le récit traditionnel. Des lieux séparés par des océans, des continents et des airs, mais unis par une signature architecturale qui défie les explications faciles, comme si différents peuples appliquaient des fragments d'une même science oubliée. Et cet écho de quelque chose de plus grand apparaît aussi dans les histoires orales.
Les Incas parlaient de Viracocha, un être qui serait apparu après un grand cataclysme pour restaurer la civilisation. Les Grecs narraient l'Atlantide, une ère dorée détruite par des désastres. Les Sumériens ont décrit des peuples puissants antérieurs à eux. Le folklore de diverses régions mentionne des époques perdues, des technologies anciennes, des reconstructions après de grands déluges. Rien de tout cela ne doit être interprété littéralement. Mais quand des mythes de régions si lointaines commencent à chanter la même mélodie, il est difficile d'ignorer la possibilité d'une mémoire fragmentée d'un événement global dévastateur, suivi par des siècles de reconstruction. Et dans ces scénarios, tout ce qui n'était pas pierre a disparu. Le bois pourrit, le métal rouille, les tissus et documents se défont. Mais la pierre demeure. Si une connaissance sophistiquée a existé, peut-être que ses seuls vestiges sont dans les formes, les angles, les emboîtements et les cicatrices laissées dans chaque bloc gargantuesque qui a survécu aux montagnes. La science moderne, lentement, commence à faire de la place à cette possibilité. En 2023, un chercheur d'Oxford a présenté une étude sur l'amnésie technologique, l'idée que certaines compétences peuvent disparaître de l'histoire après des migrations, des effondrements culturels ou des catastrophes naturelles. Les ruines mégalithiques du Pérou ont été utilisées comme exemple de quelque chose qui pourrait avoir appartenu à une culture beaucoup plus ancienne, dont les techniques n'ont tout simplement pas survécu. D'autres lignes d'enquête pointent vers des domaines encore plus intrigants. Ingénierie acoustique. À des points spécifiques d'Ollantaytambo et au Temple du Soleil, des sons réverbèrent de manière inhabituelle, comme si l'architecture avait été calibrée pour manipuler des vibrations. Des tests en laboratoire montrent que des fréquences sonores dans des circonstances contrôlées peuvent déplacer, fissurer ou altérer des matériaux. Quelque chose qui coïncide avec des mythologies qui décrivent des champs qui déplacent des montagnes. Manipulation magnétique. Certaines pierres présentent des anomalies magnétiques inexplicables. Ce n'est pas assez fort pour indiquer une technologie industrielle, mais c'est assez cohérent pour suggérer que les constructeurs comprenaient et exploitaient la magnétisation naturelle des roches. Aucune de ces théories n'exige des extraterrestres ou de la science-fiction. Tout pointe vers quelque chose de beaucoup plus humain et justement pour cela, encore plus surprenant. Une humanité plus ancienne et plus sophistiquée que nous ne l'imaginions. Si ces connaissances ont existé, pourquoi ont-elles disparu? C'est ici que le scénario lui-même répond. Le Pérou est une terre de beauté sublime et de violence géologique constante. Des montagnes qui semblent éternelles sont, en vérité, des plaies vivantes dans la croûte terrestre. Tremblements de terre, glissements de terrain, éruptions, inondations colossales, tout cela a façonné et détruit des civilisations au fil des millénaires. Imaginez un peuple qui maîtrisait la pierre, vivant dans une région où le sol lui-même rugit et se fend. Imaginez un cataclysme assez grand pour balayer des villes entières. Et imaginez ce qu'il resterait après cela. Seulement les blocs, seulement les fondations, seulement le silence d'une connaissance qui n'a pas eu le temps d'être transmise. Et si cette civilisation a réellement existé, si elle a réellement façonné l'impossible de ses propres mains, alors surgit une question inévitable, presque gênante. S'ils sont arrivés si loin, si haut, si tôt, que leur est-il réellement arrivé? Et quels autres vestiges de cette connaissance oubliée peuvent encore être cachés dans les ombres de ces montagnes, attendant d'être révélés? La région andine a toujours vécu au bord de l'abîme, un territoire façonné par des forces si violentes que, à plusieurs reprises, elles ont effacé tout ce qui n'était pas gravé dans la pierre. Tremblements de terre colossaux, avalanches, éruptions volcaniques et inondations abruptes se sont répétés comme des cycles inévitables. Et lorsque nous observons les registres géologiques, une période spécifique se détache comme un diviseur d'air. Il y a entre 11 000 et 12 000 ans, pendant le Drias récent, la planète est passée par une série de transformations si rapides et extrêmes que beaucoup de civilisations, si elles ont existé, n'auraient simplement pas eu de chance. La fonte massive des glaciers a élevé les océans. Les températures ont chuté en question de décennies. D'énormes inondations ont balayé des vallées entières d'Amérique du Sud. Des sédiments trouvés dans des régions andines suggèrent des courants violents capables d'engloutir des villes entières. Si une culture pré-incaïque a fleuri avant cette période, tout ce qui n'était pas pierre serait devenu néant.
Et la nature ne fut pas la seule à effacer le passé. La main humaine a terminé le travail. Lorsque les Espagnols sont arrivés au XVIe siècle, ils n'ont pas seulement vaincu l'Empire Inca, ils ont effacé délibérément son histoire, détruit des rituels, brûlé des temples, réécrit des mythologies. Des livres, il n'y en avait pas. Des registres, ils ont été interdits. L'oralité, réduite au silence. Et pour compléter, ils ont érigé des églises entières sur les temples les plus anciens, utilisant les mêmes fondations mégalithiques qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Coricancha, le cœur spirituel des Incas, est devenu l'église de Santo Domingo. Et en faisant cela, les conquérants ont détruit beaucoup plus que de l'architecture. Ils ont rompu le fil qui liait le présent à une antiquité encore plus profonde. Curieusement, des lettres espagnoles de l'époque enregistrent que les Incas affirmaient ne pas savoir comment les pierres les plus anciennes avaient été construites. Mais cela a été écarté comme de la superstition. Ainsi, le dernier écho d'une mémoire lointaine a été étouffé. La tradition orale est fragile. Il suffit d'une invasion, d'une maladie, d'une génération traumatisée. Et des milliers d'années de connaissances disparaissent. Sans écriture, sans schéma, sans manuel, chaque technique vivait dans l'esprit des artisans. Et quand ces artisans étaient tués, réduits en esclavage ou dispersés, leur technique mourait avec eux. Dans certaines ruines, nous voyons des tentatives claires des Incas de préserver ou d'imiter ce qui existait déjà. Ils ont construit sur des fondations cyclopéennes, aligné des temples avec des bases anciennes, adapté leur architecture au format laissé par des mains antérieures. Mais la différence est évidente. Blocs plus petits, coupes moins précises, emboîtements simplifiés. Ils ont hérité de quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'ils pouvaient reproduire. Et peut-être que le véritable mystère n'a pas été caché. Peut-être a-t-il été oublié, enterré sous des siècles de silence, de calamités et de réécriture culturelle, ne survivant que dans la pierre. Mais cela est en train de changer. Pour la première fois, au cours des dernières décennies, la technologie moderne a commencé à regarder ces ruines avec des yeux qu'aucune civilisation antérieure n'a eus. Et ce qui était une énigme silencieuse a commencé à révéler des modèles, des structures invisibles et des signes d'un passé qui insistent pour ressurgir. Le réveil moderne. Quand la technologie rencontre l'impossible pendant des siècles, les ruines mégalithiques des Andes ont été traitées comme des curiosités, belles, intrigantes, mais explicables dans les limites de l'archéologie traditionnelle. Sauf qu'avec l'arrivée d'outils scientifiques modernes, cette illusion a commencé à s'effondrer. Images satellites, cartographie 3D, analyse spectroscopique, intelligence artificielle appliquée à la géologie et, par-dessus tout, une technologie qui est devenue la clé d'un nouveau chapitre, le LIDAR. Initialement créé pour des fins militaires et la topographie avancée, le LIDAR tire des impulsions laser qui traversent la végétation, la poussière et même des parties du sol superficiel, renvoyant une image 3D du paysage, révélant des structures qui, aux yeux humains, étaient cachées durant des siècles. En 2022, un projet impliquant des universités péruviennes et des équipes internationales a scanné la vallée sacrée et les hautes terres environnantes. Le résultat? Un choc scientifique. Sous la surface ont surgi des terrasses cachées depuis des siècles, des murs enterrés formant des motifs géométriques, des plateformes alignées avec précision, des réseaux structurels qui s'étendaient sur des kilomètres. Certaines de ces formes correspondaient aux ruines de surface, mais d'autres étaient totalement inconnues et beaucoup plus anciennes. Près de Morée, le LIDAR a révélé quelque chose d'encore plus étrange. Une série de dépressions circulaires, des anneaux concentriques descendant dans la terre comme un amphithéâtre souterrain. Ce n'étaient pas des formations naturelles, c'étaient des œuvres humaines, millimétriques, symétriques, planifiées. Et pourtant, aucune culture historiquement enregistrée n'a revendiqué leur construction. Si ceux-ci ne sont que des fragments, si ces structures enterrées ne représentent que le début de ce qui est en dessous, alors la question qui émerge des montagnes est aussi ancienne que les pierres elles-mêmes. Qu'est-ce qui est caché d'autre sous les Andes, attendant que quelqu'un pose enfin les bonnes questions, et que peuvent révéler ces réponses sur un passé que l'histoire a laissé échapper entre ses doigts? Certains archéologues croyaient que ces formes circulaires à Morée n'étaient
Que des terrasses agricoles. Rien de plus que de l'ingénierie rurale. Mais quand des échantillons de sol, des analyses thermiques et des études de résonance ont commencé à être réalisées, quelque chose d'inattendu a surgi. Le modèle ne correspondait pas à la plantation, il correspondait à l'acoustique, au contrôle de la température et même à l'interaction avec la lumière solaire. Soudain, ce qui, pendant des décennies, a été traité comme de l'agriculture est devenu candidat au laboratoire scientifique d'une civilisation ancienne, un domaine où l'eau, le son et la chaleur étaient manipulés avec une précision qui intrigue encore aujourd'hui les experts. Pendant ce temps, l'avancée de la numérisation 3D a ouvert une fenêtre complètement nouvelle. À Ollantaytambo, des lasers de haute résolution ont révélé des microcoupes, des courbes et des symétries invisibles à l'œil humain et impossibles à reproduire avec des marteaux et des ciseaux. Lorsque ces données ont été transformées en modèles numériques, quelque chose d'impressionnant est devenu clair. Certains sillons et surfaces avaient la signature typique de processus mécaniques et non d'usure manuelle. Dans certains blocs, l'emboîtement est si parfait qu'en mesurant l'expansion thermique, on a observé que les pierres bougent ensemble, comme si elles formaient une seule pièce solide. Ce niveau de prévision structurelle n'apparaît presque pas même dans les édifications modernes. Et puis viennent les examens de matériaux. En 2023, des chercheurs de l'Université nationale de San Marcos ont appliqué la spectroscopie sur des pierres sélectionnées de Sacsayhuaman. Ce qu'ils ont trouvé a choqué l'équipe. La couche externe de certaines roches semblait avoir été chimiquement modifiée ou exposée à une chaleur contrôlée avant d'être moulée. Un traitement sélectif, appliqué uniquement sur les blocs les plus complexes. Aucune technologie connue des Incas n'explique ce processus. Il n'y a pas de vestiges de fours industriels ni de résidus de combustion intense. Tout indique l'utilisation d'une technique disparue. Et l'intelligence artificielle, maintenant partie fondamentale des investigations, a commencé à voir des modèles qui échappaient à l'esprit humain. En croisant des dizaines de milliers de mesures de sites des Andes, des algorithmes ont détecté des alignements avec une précision de fraction de degré par rapport au solstice et aux points cardinaux. Des proportions mathématiques répétées, incluant le nombre d'or et des modèles similaires à la suite de Fibonacci, une modularité architecturale suggérant un système standardisé de connaissances transmis au fil des générations. Rien de tout cela n'est décoratif. Rien de tout cela n'est accidentel. Ce sont des décisions de projet, des décisions de quelqu'un qui comprenait très bien les mathématiques, la structure et l'astronomie. Et nous ne faisons que commencer. Des drones cartographient des cordillères inexplorées. Des radars de pénétration dans le sol révèlent des chambres que personne n'imaginait exister. L'IA reconstruit des villes entières à partir de fragments. Pour la première fois, nos outils atteignent le niveau de complexité inscrit dans ces montagnes. Et ce qu'ils montrent est impressionnant. Pas un mythe, pas une légende, mais l'écho réel d'une civilisation qui n'a laissé que la pierre comme piste. Pas de livres, pas de métal, pas de villes préservées, seulement des blocs qui défient toutes les catégories conventionnelles. Alors surgit la question inévitable. Qu'est-ce que cela signifie pour l'histoire humaine? Pendant des siècles, nous avons traité ces ruines comme des notes de bas de page. Belles, oui, mais toujours expliquées avec des suppositions fragiles. Mais plus la science moderne resserre la mise au point, plus ces suppositions se défont. Nous ne sommes pas face à de la force brute. Nous ne sommes pas face à un travail improvisé. Nous sommes face à une ingénierie avancée, si avancée qu'elle cause encore aujourd'hui de l'embarras à ceux qui tentent de la reproduire. Sans fer, sans roue, sans mortier. Et pourtant, des blocs gigantesques moulés avec une précision chirurgicale alignés avec les cieux. Le mystère, nous le réalisons, n'a jamais été seulement dans les pierres. Le mystère réside dans la façon dont nous avons été capables d'ignorer ce qu'elles ont toujours dit. L'histoire a été racontée avec des lacunes énormes, partant de l'idée que « ancien » signifie « primitif ». Mais les montagnes du Pérou semblent répéter le même message, décennie après décennie, relevé après relevé. Peut-être que l'Antiquité est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus complexe, beaucoup plus scientifique que nous ne l'avons accepté jusqu'à présent. Et si cela s'est produit ici, que s'est-il passé d'autre ailleurs? Quelles villes oubliées dorment encore sous des jungles, des déserts et des plateaux? Quelles connaissances ont été enterrées avec elles?
Combien de réponses attendent seulement de meilleurs outils ou de meilleures questions? Parce que le véritable mystère n'est pas comment ces pierres ont été placées, c'est comment nous en sommes arrivés à oublier qu'une civilisation capable de faire cela a réellement existé. Et maintenant, en regardant tout cela de près, êtes-vous déjà allé au Pérou? Avez-vous déjà marché parmi ces murailles impossibles? Avez-vous eu cette sensation inquiétante qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand là-bas, attendant seulement d'être compris? Racontez-nous dans les commentaires. Et bien sûr, si vous voulez continuer à explorer des mystères comme celui-ci, vous connaissez déjà le chemin. Abonnez-vous à la chaîne.